Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Tu ne connais pas Libellisé, mais comment tu fais pour suivre la campagne ? Voilà le genre de phrase que l'on peut entendre chez les plus fervents supporters de ce podcast. Alors merci à eux qui nous suivent et bienvenue à vous qui nous découvrez. Vous pouvez nous faire part de vos messages et de vos questions audio à l'adresse libellisé@libération.fr. Ce podcast, c'est le vôtre, n'hésitez pas. La tension en Ukraine a gelé la campagne, dur de se distinguer quand on est candidat, mais à Libellisé, on persévère. Aujourd'hui, on vous fait rentrer dans les coulisses pas toujours reluisantes de la désignation de la candidate LR. Tenté par l'aventure ? Alors c'est parti. Cette semaine, Libération vous révélait les manipulations pour faire gonfler les chiffres des participants au congrès des Républicains en décembre dernier, avec, à la clé, une victoire de Valérie Pécresse. Dans le parti, tout le monde était au courant, mais tout le monde s'est tu par peur du scandale et par crainte de revivre un nouveau crash façon Fillon 2017. Libellisé, épisode 4, comment j'ai fait encarter mon chien à la primaire des Républicains. On va en parler de cette histoire avec Dominique Albertini. Salut. Bonjour. Alors tu suis Valérie Pécresse pendant cette campagne. La semaine dernière, tu participais déjà à ce podcast pour nous parler à quel point Valérie Pécresse essayait de jongler entre les extrêmes et le centre et que ce n'était pas vraiment simple. Et on va en parler également avec Anne-Sophie Le Chevalier. Salut. Bonjour. Alors tu as participé également à cette grande enquête. Vous êtes plusieurs à Libération déjà à avoir écrit. Juste au départ, quand c'est sorti cette enquête, on a parlé d'une chose. Un chien. Voilà, alors cette histoire de chien, vous ne trouvez pas que ça a pris quand même des proportions assez étonnantes, non, Dominique ? Ouais, ça a pris toute la place. On a un peu l'impression que c'est en train de devenir une affaire Douglas, et je dirais même une affaire Douglas-Pécresse, ce qui est amusant et prévisible, mais c'est un peu injuste, je dirais, à deux titres. D'abord, le chien Douglas ne vote pas Pécresse, si je puis dire. D'abord, il n'a sans doute pas voté, il a adhéré aux Républicains, ça on l'affirme. Et d'autre part, s'il fallait lui attribuer un camp, il est plutôt chez Ciotti, ce chien. Voilà. D'autre part, c'est vrai que c'est une partie d'une très longue enquête où on parle d'un chien, on parle aussi d'adhérents qui sont morts, on parle d'adhérents qui ne le savent pas, qui ne savent rien de leur candidate, enfin, ça va très au-delà. Alors, vous avez passé un mois, un peu plus même sur cette enquête. Juste au départ, Anne-Sophie, que les gens se focalisent sur ce chien, est-ce que c'est pas un peu démoralisant pour le travail ? Pas du tout, parce que le chien, il incarne un symbole finalement d'un système un peu plus vaste et qu'on a mis à jour et qui concerne avec plusieurs types d'actions frauduleux. Et s'il faut le chien pour attirer l'attention, ce qui compte, c'est que l'attention soit attirée sur les faits. Alors, on va y revenir justement dans un instant dans cette affaire de chien. Mais juste au départ, Dominique, pourquoi avoir enquêté sur le vote des militants LR lors du congrès de désignation du candidat pour la présidentielle ? Alors on savait que pendant la campagne de ce congrès, LR a vu le nombre de ses adhérents exploser. On est passé d'un peu moins de 80 000 à quasiment 150 000. Tout ça a été documenté. Ce qu'on ne savait pas encore, c'était exactement qui était arrivé à LR. Comment un parti multiplie par 2 quasiment sa population, pour le dire comme ça, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Pour travailler, on a eu accès à un document, qui est un document important, qui est le fichier des adhérents, les Républicains. On a épluché ce document, on y a vu des choses qui nous ont étonnés. On a vu des coordonnées qui se répétaient à de multiples reprises. On a découvert que des personnes avaient adhéré à LR des mois, voire des années après être décédées. On a découvert, ou plutôt, on s'est fait raconter comment des gens qui ne s'intéressaient en rien à la politique avaient adhéré, mais pour rendre un service. Comme on dépanne un copain, ils se moquent de LR. Souvent, on leur a proposé de payer leur adhésion ou de leur rembourser l'adhésion. Donc on est très très loin de l'idée qu'on se fait d'un adhérent, d'un militant. On raconte tout ça et la conclusion du papier, c'est que finalement, c'est un scrutin dont sans doute ni la sécurité, ni la sincérité n'étaient vraiment garanties. Alors, Anne-Sophie, il y a quand même une chose, c'est vrai, assez étonnante, c'est que, je reprends tes chiffres, Dominique, entre septembre 2021 et novembre 2021, donc clôture des inscriptions pour désigner le candidat LR, on est passé donc de 80 000 membres à 148 862 et à ce moment-là, au sein du parti, personne ne s'en étonne ? Alors si, évidemment, ça pose des questions, mais aussi le parti dit qu'il fait une campagne sur ses idées, que c'est aussi une façon de prouver que justement les idées de LR, les programmes des candidats sont pertinents et peuvent plaire à un grand nombre de la population, à une grande partie de la population. Néanmoins, et ça Dominique peut tout à fait l'expliquer, les doutes commencent assez rapidement à se diffuser parmi les membres du
parti. Les membres du parti, c'est-à-dire les adversaires de Valérie Pécresse ? Oui, alors eux, ils diraient plutôt les concurrents. Mais non, on a très vite su que le nombre explosait. Ça a d'abord été attribué à la qualité des candidats, à l'intérêt des projets. En vérité, nous, ce qu'on démontre, c'était déjà un peu su, soyons honnêtes, c'est que la primaire, elle ne s'est pas jouée sur les idées, elle ne s'est pas jouée sur les discours, elle ne s'est pas jouée sur les tempéraments, elle s'est jouée sur la capacité des candidats à faire adhérer massivement des gens chez LR. Parce que seuls pouvaient voter les adhérents de LR. Donc, le corps électoral, c'est les adhérents, et donc chacun a voulu modifier ce corps électoral en sa faveur. Faire venir non seulement les amis politiques, mais les amis tout court, et aussi la famille, et aussi les connaissances, et aussi les très lointaines connaissances, et à la fin même les inconnus. C'est ça qu'on montre. Et on note d'ailleurs une nette accélération des adhésions dans la période dont tu parlais, entre septembre, mi-septembre, le moment où les conditions de désignation du candidat sont connues, et la date limite pour l'adhésion prise en compte pour le vote des adhérents, qui est le 16 novembre. Dès qu'on a entendu parler de cette affaire sur les réseaux sociaux, tout de suite, le Parti des Républicains a porté plainte en disant que votre enquête était une entreprise de falsification pour nuire à Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accusations ? Plusieurs choses. D'abord, leur communiqué, il nous a un peu déçus. Il faut être honnête, on s'était préparé à beaucoup de choses. On a des choses à répondre sur tous les points qu'ils ont évoqués, mais ça ne nous paraît pas tout à fait à la hauteur des points qu'on a évoqués. On a beaucoup travaillé. C'est des faits, cette enquête. C'est des témoignages, c'est des documents, c'est des reportages. On est allé à Mayotte, on a parlé à énormément de monde. Et le communiqué de LR, il est un peu à côté du truc, pour le dire comme ça. Ils nous disent des choses alors qu'ils nous en ont dit d'autres il y a quelques jours. Il y a des questions qu'ils ne traitent pas. Ça se termine par une menace, tout simplement, d'une action en justice. Et puis au fond, c'est lui qui est un peu diffamatoire, parce que ce qui est un travail très sérieux et très difficile qu'on a mené est évacué, qualifié d'allégation. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont pas tout à fait dans le bon match, si je puis dire. Peut-être un exemple de ce que vient de dire Dominique, c'est l'exemple dans leur communiqué. Ils parlent de Douglas, donc le surnom, comme nous l'indiquons à nos lecteurs, que nous avons donné à ce fameux chien. Et ils ont cherché les adhérents prénommés Douglas dans la région que nous indiquons. Donc manifestement, on peut se poser la question de la qualité de la lecture que le parti a apportée à notre enquête. Mais j'aimerais revenir sur un point. Tu nous demandes si on a voulu s'en prendre à Valérie Pécresse, et au fond, c'est aussi ce qu'ils nous disent. On a voulu torpiller une campagne. Non, d'abord, nous, on n'est pas parti avec l'idée qu'on allait se faire les Républicains, on se fait LR. On a eu des informations, on a remonté un fil. Nous n'avons pas décidé de nous attaquer à un parti. On a fait notre travail en vérifiant des faits qui étaient à notre disposition. Deuxièmement, dans cette enquête, il est question de quasiment tous les candidats, pas seulement de Valérie Pécresse. Ce qu'on démontre, c'est pas qui aurait pu gagner la primaire dans des conditions idéales de concurrence, c'est que le système était mal fichu. C'est ça qu'on dit. Il en est sorti une candidate, très bien, mais elle est sortie d'un système qui n'était pas d'équerre. Comment travaille-t-on sur ce genre d'enquête finalement ? Je crois qu'il y a eu pas mal de data, c'est-à-dire de recherche au niveau des adhérents via l'informatique. C'est ça, Anne-Sophie ? Comme nous avons pu consulter le fichier des adhérents LR, et j'insiste bien sur le mot adhérent et non le fichier des votants, pour la simple et bonne raison qu'il a été détruit 24 heures après le jour du deuxième tour, selon les règlements du Parti Les Républicains. Nous avons pu repérer des incongruités, nous avons pu repérer des adhésions, on en parlait tout à l'heure, multiples. Alors évidemment, il y avait une limite au nombre de 4 coordonnées similaires pour des différentes personnes. Donc on ne pouvait pas renseigner plus de 4 fois la même adresse mail pour des différentes personnes. Néanmoins, le chiffre de 4 est assez révélateur. Et en plus, même parmi les gens, même s'ils ont été radiés et qu'ils n'ont finalement pas pu voter, on a remarqué que certaines adresses mail revenaient plus d'une quinzaine de fois. Donc même s'ils n'ont pas voté, l'intention était clairement de faire des cartes et des cartes. Et à travers ça, ensuite, on fait du travail de journalisme, d'investigation et de terrain, et on vérifie que chaque information est vraie. On la fait confirmer jusqu'au maximum où on puisse aller dans la confirmation. Et ensuite, on peut publier des informations. Alors cet article que l'on peut lire sur libération.fr, bien sûr, j'imagine quand tu dis recouper, vous êtes allé voir des cadres LR, des gens ou des militants LR. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, quand vous leur avez dit
ah regardez, il y a peut-être un petit problème au niveau de l'élection du candidat à la présidentielle. Certains le savaient et beaucoup le soupçonnaient. On leur a parfois pas appris grand-chose. Dire qu'ils avaient tous en tête l'ensemble des procédés, l'ampleur des manœuvres, je sais pas, mais l'idée que quelque chose de pas net s'était joué autour de certains votes communautaires, voilà, tout ça, ça se répandait, on en plaisantait, on en discutait. Moi, je n'ai pas surpris beaucoup de monde en leur racontant ça. Alors après, ce qu'on rencontrait souvent, c'était l'idée de dire, au fond, c'est peut-être vrai, mais c'est la politique, enfin, on n'est quand même pas né d'hier, ça se fait comme ça, pour gagner un parti, on fait des cartes. L'idée que c'est une donnée un peu naturelle du jeu politique. Voilà. Pourquoi pas ? En revanche, il reste permis de pointer un décalage entre certains discours et puis certains actes. C'est-à-dire certains discours. Par exemple, on a un parti qui refuse le droit de vote aux étrangers. On a un parti qui condamne le communautarisme. Nous, notre enquête tend à démontrer, enfin d'abord, elle démontre que des étrangers ont voté LR, ce qui n'est pas interdit. Mais enfin, voilà, c'est curieux de solliciter les adhésions et les cotisations de gens et leur vote, dans le cas de la primaire, auquel par ailleurs vous refusez le droit de voter à la présidentielle pour la candidate donc, qu'ils ont contribué à faire candidate. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais enfin, c'est quand même un curieux circuit. Après, évidemment, chez LR, il y a la dénonciation du communautarisme, des Français de papier. C'est un peu curieux de s'appuyer sur des réseaux communautaires, sur des relais associatifs, pour recruter très largement dans des communautés dont les membres nous disent parfois n'avoir aucun intérêt pour la politique, ne pas parler français, ne pas s'intéresser à la politique française, ne pas connaître Valérie Pécresse. Tout ça, à la fin, ça fait des adhérents les Républicains. S'il y a un écart entre le discours et les actes, nous, on le voit ici, par exemple. C'est surtout la communauté dont tu parles, c'est donc cette communauté asiatique, on le voit dans votre papier, communauté asiatique qui se serait fortement mobilisée pour Valérie Pécresse. Oui, c'est vrai. On a pu rencontrer plusieurs personnes de cette communauté qui nous expliquent avoir adhéré à la demande en général d'un ami et en votant pour rendre service. Certains disent pour que personne ne perde la face puisque tout le monde s'était engagé. Et pour autant, ils ne connaissent rien à la politique, ils le disent eux-mêmes, et ils connaissent pas la vie politique française. Néanmoins, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que la communauté asiatique. On met à jour aussi différentes pratiques qui ne visent pas que la communauté asiatique. Oui, absolument. C'est vrai qu'on pourrait nous dire qu'on a pratiqué une sorte de criblage, qu'on a concentré nos recherches sur une communauté. Ça n'est pas le cas. Il se trouve que nous avons fait des découvertes qui nous ont conduits à enquêter sur des gens qui effectivement appartenaient à cette communauté. Ce n'était pas un a priori de notre part. Et surtout, l'enquête ne s'arrête pas là. On a parlé à beaucoup plus de monde dans bien d'autres milieux que celui-là. Ce qui paraît étonnant en lisant votre enquête, on voit clairement plus de cartes d'adhérents en Île-de-France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est-à-dire en gros les deux finalistes, Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Ça veut dire que les autres participants à ce vote, par exemple Xavier Bertrand, qui n'est quand même pas, on va dire, un perdreau de l'année, il pratiquait pas la politique de la carte ? Il y a deux choses. D'une part, ça s'explique un peu quand même. L'Île-de-France et PACA, et notamment les Alpes-Maritimes, c'est des régions peuplées, avec un réservoir d'adhérents potentiels important, avec des figures locales, Pécresse et Ciotti, voilà, qui sont connues, qui ont un réseau. Donc, que ça prenne plus ici qu'ailleurs, ça s'explique quand même un peu. Après, il y a d'autres choses. C'est vrai que moi, j'ai souvent entendu que on y mettait chez Valérie Pécresse beaucoup plus de méthode et beaucoup plus d'énergie que Bertrand. C'est vrai aussi que Pécresse, en Île-de-France, elle a quadrillé la région, ou plutôt la région est quadrillée par un réseau de maires qui sont ses amis, qui sont pour elle autant de relais sur le terrain. Voilà, donc ça s'explique par des raisons naturelles, et ça s'explique peut-être par un plus fort recours aux méthodes qu'on décrit. Et il y a aussi une histoire qui est racontée dans l'article et dans l'enquête, qui est celle d'un adhérent, militant, soutien de Xavier Bertrand, qui nous raconte avoir souscrit un emprunt bancaire pour payer des cartes, pour notamment payer des cartes à tout son réseau, finalement, qu'il soit de droite, de gauche, ou qui n'ait aucun intérêt pour la politique, afin de faire cette politique de cartes. Donc finalement, c'est vraiment pas, je crois, cette pratique l'apanage de tel ou tel candidat. Et c'est vrai que les chiffres ont tendance à montrer que les adhérents ont plus augmenté dans certaines régions. Mais c'est vraiment
des pratiques beaucoup plus vastes que cibler tel candidat. Avant de revenir dessus, je voudrais on parle, parce que je l'ai dit tout à l'heure à propos de ce chien, alors qui est devenu Douglas, donc qui est devenu un phénomène, mais surtout un phénomène récupéré aujourd'hui par les équipes d'Éric Zemmour, voire de Marine Le Pen. Ils s'en servent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a vu Guillaume Pelletier, par exemple, poser avec ses chiens en mettant ce hashtag DouglasGate, comme on le dit. Est-ce que quelque part, on se dit pas, en révélant ce genre de choses, ces enquêtes, tiens, ça peut bénéficier aussi aujourd'hui aux concurrents de Valérie Pécresse directement, ça veut dire par exemple aux équipes d'Éric Zemmour? Alors ça nous interdirait de faire ces enquêtes. C'est quoi notre métier finalement ? C'est de révéler des faits. Après... On ne peut pas se poser la question de à qui ça va servir. D'abord parce que à la fin, on n'est pas sûr. Ensuite parce que, comme l'a très bien dit Anne-Sophie, ça veut dire qu'on s'interdit de travailler ces sujets. On a des informations, on a des soupçons, on a des pistes. On arrête là, on coupe. J'avoue qu'on n'a pas réfléchi comme ça. Une chose, pourquoi le nom alors de ce chien, pourquoi le nom est changé ? Ce chien a un autre nom. Ce nom figure, c'est tout l'intérêt, dans le fichier de LR. Quand on trouve ce nom, on trouve donc les coordonnées et le nom de famille du maître du chien. Et nous, on a parlé au maître du chien à condition de protéger son identité, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc on a dit, confirmez-nous que vous avez inscrit votre chien, racontez-nous pourquoi. Et nous garantissons la protection des sources. Donc on ne dira pas, on ne donnera pas de détails qui révèlent votre identité. Donc on change le nom du chien. Et on l'appelle Douglas. Alors honnêtement, Douglas, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une belle histoire ou quelque chose de... Il n'y a rien. J'ai réfléchi 2 minutes à un nom qui pouvait faire un peu humain, un peu chien, qui peut-être avait une sonorité amusante. Et puis j'ai mis ça. Voilà. Et puis alors après, le reste... Et une chose aussi sur le fait de faire voter des personnes décédées. Encore une fois, nous, on ne prouve pas qu'elles ont voté, ces personnes décédées. Ce qu'on est en mesure de prouver, c'est que des personnes décédées ont adhéré à LR. Quelques années, parfois, après leur mort. Alors, évidemment, on pense aux vieux fantômes de la droite, à toutes ces affaires qui ont marqué la droite française depuis des années, avec les morts inscrits sur la liste électorale. Après, savoir qui les a inscrits, c'est plus compliqué, et on n'a pas été en mesure, pour l'instant, de repérer le schéma qui a permis cette inscription incongrue sur les listes des adhérents. Une chose, Dominique, un point de vue politique, on le voit quand même dans le papier. Le scrutin donc n'a pas du tout été contesté par les participants, véritablement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils voulaient vraiment montrer une image d'unité, parce que c'est vrai que quand on pense aux guerres intestines des Républicains ou auparavant de l'UMP, on pense tout de suite à la coqueux, à la connard, elle a bien nommé, pour essayer de régler les bisbilles en 2012 entre Fillon et Copé. C'est pour ça, c'était pour montrer une image d'unité. Oui, la droite, c'est vraiment un parti qui est polytraumatisé par tout ce qu'elle a vécu depuis 10 ans, notamment par cette guerre Fillon-Copé, dont on peut presque dire qu'elle ne s'est jamais vraiment remise. Ça fait 10 ans et ça a produit des effets qu'on mesure encore aujourd'hui. Alors c'est vrai, on l'a dit, quand on dit que ces faits étaient connus ou soupçonnés, c'est vrai aussi des autres candidats de la primaire. Et il y a ce parti pris, au soir du premier tour, de dire, bon, il y a peut-être un truc, mais... On va pas tenter le diable, on va pas faire exploser le parti, parce que sinon on s'envoie dans le mur, et cette fois on s'envoie dans le mur pour de bon. Donc c'est le parti que prennent très vite les autres candidats, parce que sinon l'acte de décès de la droite, il aurait pu ne pas être signé éventuellement à la présidentielle, mais dès le mois de décembre. C'est ça, oui. Anne-Sophie, c'est vrai que l'idée qu'on se pose aussi, c'est que finalement ce genre d'affaires, est-ce qu'il est propre au LR, ou alors c'est le fonctionnement même du parti? Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu déjà ce genre d'affaires à gauche, la guerre entre Ségolène Royal et Martine Aubry, c'était donc, j'avais noté ça, en 2008. On parlait également d'urnes truquées, de bourrage des urnes. Ça veut dire que c'est presque systémique au parti, au système de parti. Alors ça, dans une période récente, c'est difficile de l'affirmer. Néanmoins... il y a une forme dont on parlait tout à l'heure, de fatalité qui est exprimée par les militants politiques. Comme si ces pratiques-là étaient intrinsèques au jeu politique, malgré les règles sur la transparence, malgré les avancées, malgré en tout cas l'arrivée de la transparence dans les discours politiques aussi beaucoup plus forte que ça n'était à une certaine époque. On voit que ces pratiques-là n'ont pas disparu. Est-ce qu'une primaire ouverte, finalement, comme il y a eu... chez les Verts, juste parce qu'il y a eu 2 primaires, c'est vrai, lors de cette élection. Une primaire comme chez les Verts, aujourd'hui une primaire ouverte, ça veut dire qu'il y a moins de risques de fraude?
Si je me souviens bien, à la primaire ouverte de la droite en 2016, on demandait par exemple le nom des adhérents. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se fondait sur les listes électorales. Donc il y avait une vérification d'identité, c'était déjà une garantie de plus que la primaire d'aujourd'hui. Affirmer qu'il y aurait un système dont la sécurité serait absolument garantie, qui serait sans risque, ça me paraît compliqué. Mais ce qu'on pense avoir démontré, c'est que celui qui a été choisi aujourd'hui, clairement, il offrait des garanties ni de sécurité ni de sincérité. Et en 2016, il y avait aussi, si on se souvient bien, une charte de valeurs à signer qui indiquait qu'on partageait les valeurs du parti. Et là, par la voie électronique, je ne crois pas qu'il y ait eu des chartes de valeurs. Ouais, on pouvait supposer qu'adhérer à LR revenait à approuver même tacitement les valeurs du parti, mais c'est vrai qu'il n'y avait même pas ce geste positif, non seulement d'indiquer son identité, mais de déclarer, oui, je souscris absolument à tout ce qui est dans votre projet. Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que ça on pourra le vérifier peut-être à l'avenir, un bond d'adhérents aussi fort entre septembre et novembre, autant de gens qui ne reprendront pas leur carte par exemple l'année prochaine? C'est une question qu'on a posée à LR. Vous revendiquiez à peu près 150 000 adhérents en décembre. Combien en avez-vous aujourd'hui à la fin du mois de février? Parce qu'il faut savoir que ces adhésions, prises au courant de l'automne, elles expiraient toutes au 31 décembre. Donc savoir combien de ces gens ont renouvelé leur carte nous donnerait une bonne idée de la sincérité de leur engagement. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Moi, je fais le pari qu'ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que d'après toi aussi, Dominique, j'en profite, sur le côté politique, ça veut dire qu'on n'a pas voulu finalement faire trop de scandales avant les élections, laisser la candidate aujourd'hui s'épanouir pendant la campagne pour régler les comptes après, en sachant qu'il y avait ça aussi? Oui, après la primaire, il y a eu toutes ces photos des anciens concurrents rassemblés, unis, et ça devait nous envoyer un message. La droite a mis beaucoup de choses derrière elle. C'est plus la droite la plus bête du monde. Ils ont changé, réfléchi, mûri. Moi, je crois que c'est beaucoup plus fragile que ça en réalité. Que cette réunion, c'est un syndicat d'intérêt. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sentent que c'est le dernier round, que si c'est la sortie de route cette fois-là, c'est la sortie de route pour de bon. Donc ils ne peuvent pas se permettre de casser la vaisselle. Mais est-ce que c'était vraiment un congrès rassemblement? Est-ce qu'ils s'aiment plus qu'avant? Est-ce qu'ils sont plus d'accord qu'avant? Est-ce qu'ils ont plus envie de travailler ensemble qu'avant? Est-ce qu'ils ont plus envie qu'avant de laisser la place aux voisins? Moi, j'en suis pas sûr, mais on va très vite le savoir parce que tout ça, c'est indexé sur les chances de succès électoral. Donc tout est toujours plus simple quand dans les sondages on est à 18% et qualifié au second tour. Maintenant on commence à approcher des 13, des 12, des 11. Donc on va voir. Une dernière chose, Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature prochainement. Toi qui suis la campagne de Valérie Pécresse et même vous qui êtes attentif forcément au jour le jour dans cette course à l'Élysée, est-ce que ça y est, la campagne va vraiment commencer? Pour Pécresse, on dirait, parce qu'ils ont on leur demande, votre campagne décolle quand même pas vraiment, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis alors la réponse qui revient tout le temps, c'est oui, c'est parce que le président n'est pas en campagne. Donc vous comprenez, on n'a pas d'adversaire, on boxe dans le vide. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Donc manifestement, pour Pécresse, la campagne, elle ne commence vraiment qu'avec le président. Donc vivement le président. En tout cas, pour les électeurs, c'est quand même mieux de connaître tous les candidats et pouvoir déterminer leur choix en fonction des programmes de chacun. Merci beaucoup, merci à vous. C'est donc la fin de ce 4e épisode de Libellisé. Merci Anne-Sophie, merci Dominique. Votre enquête est à retrouver sur libération.fr. Avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour très certainement parler d'un nouveau candidat dans cette élection. On vous laisse deviner de qui il s'agit.